Me voilà embarqué dans une nouvelle aventure. Cette fois-ci, c'est sur la côte basque espagnole qu'elle se déroule. Certainement l'exploration la plus fascinante que j'ai pu faire. Une centrale nucléaire qui n'a jamais été mise en service. Abandonnée depuis plus de 40 ans. Avec une histoire tout aussi passionnante que dramatique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mathieu. Je suis un grand passionné de photos, de vidéos et d'aventures. Et ces passions m'ont souvent amené à partir dans des endroits plutôt sympas. Là où je trouve le plus d'inspiration, c'est là où la présence humaine est quasi inexistante. Des souterrains sombres et froids, des anciennes usines remplies de rouille, des bunkers perdus dans la forêt, en passant par des épaves en tout genre. C'est ça qui me plaît. Et maintenant, c'est une centrale nucléaire. Il faut dire qu'un site industriel de cette ampleur, c'est relativement exceptionnel. Et ça a de quoi beaucoup égayer ma curiosité. Mais avant ça, un peu de contexte, ça ne fait pas de mal. Nous sommes sur la côte du Pays Basque, plus précisément du côté espagnol. Un littoral parsemé de paysages merveilleux entre mer et montagne. C'est une succession de falaises, de rochers et de criques. Mais c'est aussi une région avec une forte volonté de devenir autonome. Et il y a une organisation indépendantiste qui va jouer un rôle décisif dans l'histoire de cette centrale. L'ETA, acronyme de Euskadi Ta Askatasuna. Traduction, Pays Basque et Liberté. En très gros résumé, parce qu'en réalité l'histoire est bien plus compliquée que ça, l'Espagne connaît une guerre civile entre 1936 et 1939, qui oppose républicains et nationalistes. Les nationalistes, dirigés par le général Franco, sortent vainqueurs de cette guerre. Et Franco met en place un régime dictatorial. C'est en 1959 que l'ETA voit le jour. À la base, c'est un groupe de résistants nationalistes basques dénonçant la répression et les crimes du général Franco. Par la suite, l'ETA a évolué vers une organisation terroriste indépendantiste. À sa dissolution en 2018, l'ETA aura causé la mort de 486 policiers et militaires, ainsi que 343 civils. Mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a quelques années de ça, je passais mon temps à arpenter Google Maps à la recherche d'endroits sympas pour y faire des photos. Et en remontant le littoral espagnol, je suis tombé par hasard sur cette immense masse de béton, parsemée de rouille et de verdure. Pas de doute, c'est clairement à l'abandon. Après quelques recherches, je découvre que c'est une centrale nucléaire qui n'a jamais été mise en service. Après une forte contestation de la population locale, ainsi que des enlèvements, des meurtres et des attentats perpétrés par l'ETA, le chantier fut définitivement arrêté en 1984. Il faut absolument que je voie ça de mes propres yeux. Mais la centrale est gardée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par un service de sécurité très efficace. C'est un véritable labyrinthe parsemé de pièges. Et pour couronner le tout, la centrale est encerclée par des falaises et une grande muraille pour faire face à l'océan Atlantique. L'accès ne doit vraiment pas être facile. Je ne veux pas faire ça seul. Et il se trouve qu'il y a quelques années de ça, en pleine zone d'exclusion de Tchernobyl,
Perché sur le toit d'un immeuble de la ville fantôme de Pripyat, j'ai fait la rencontre de Flo, alias Respawn. Et il se trouve que lui aussi, il aimerait bien aller voir cette centrale. Mais ce n'est pas tout. Lors d'un voyage en Roumanie, au beau milieu d'un cimetière d'avions, j'ai fait la rencontre de Laura, alias Vidra. Et elle aussi, elle aimerait bien aller voir cette centrale. Et comme on dit jamais 2 sans 3, le dernier des acolytes qui fera partie de cette aventure, c'est Yanis, alias la bulle temporelle. On ne se connaît pas encore, mais ce sera l'occasion de faire connaissance. Et nous voilà partis dans un road trip dans le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne. Sur la route, on a pu découvrir des endroits plutôt sympas. Comme cette ancienne prison, malheureusement encore gardée par la gendarmerie locale. On a pu aussi explorer ces anciennes bâtisses, avec toute leur petite histoire. Mais je n'ai qu'une seule chose en tête. L'objectif principal de ce road trip. La centrale de Lemonise. Au moment où je tourne ces images, ça fait environ 1 an et demi qu'on a réalisé cette exploration et je me lasse pas du tout de cette vue. Mais alors pas du tout. Ta gueule la mouette! C'est en revenant sur place, quasiment 1 an et demi après, que j'ai vraiment pu me rendre compte de l'immensité de cet endroit. Une telle structure face à l'océan, ça ne laisse pas indifférent. Tout était si calme. Il règne une ambiance digne des meilleurs films post-apocalyptiques. J'ai pris le temps d'explorer et de photographier les alentours de la centrale. J'y ai découvert des endroits très photogéniques, typiquement dans les ambiances que j'aime. Réveil à 4h30. La nuit aura été courte. Malgré la fatigue, j'ai rarement été aussi motivé de me lever à cette heure-là. La marche d'approche ne dure que 15 petites minutes. On ne voit presque rien à l'image, mis à part la lueur rouge de nos frontales et la lumière de la ville qui se reflète dans les nuages. L'accès à la centrale est périlleux. On doit descendre le long de la falaise sur des rochers glissants. En contrebas, l'océan se fracasse contre les rochers. On reste très prudent. La chute pourrait être fatale. Le stress commence à se faire ressentir. Et avec la pluie, je décide de ranger ma caméra. Ça y est, on se retrouve en face du grillage de la centrale. Elle est juste là, en face de nous, avec ses 2 immenses dômes. Avec cette heure si matinale, la pluie et le vent, c'est quasi impossible que les gardes aient l'idée de commencer à faire des rondes dehors. Ils sont sûrement restés à l'entrée principale dans leur local bien au chaud. Mais j'avais largement sous-estimé la détermination du service de sécurité. Ils étaient bien là, stationnés en bas dans l'enseigne principale, phare allumé dans leur voiture. Les minutes sont longues, on observe leur moindre mouvement. Quand tout à coup, le moteur démarre. Les voilà partis pour une ronde autour de la centrale. On n'a que quelques minutes pour agir. Quelques minutes à peine pour descendre dans l'enseigne principale, courir jusqu'au seul accès que nous avons repéré et escalader le mur avec notre échelle. On a l'impression que le moindre bruit résonne comme un vacarme entre les falaises. Une fois tous les 4 sur le mur, on passe l'échelle de l'autre côté
pour enfin commencer à explorer. Une fois à l'intérieur, la pression redescend. Les gardes ne s'aventurent quasiment jamais dans les méandres de la centrale. L'immense dôme du réacteur se dresse devant nous. On ne le voit pas à l'image, mais on comprend vite que l'on est minuscule face à ce que l'homme est capable de construire. Maintenant, il faut réussir à trouver un passage dans les entrailles de la bête. Au fur et à mesure de la progression, je me rends compte que je suis en train de vivre un moment unique. J'ai énormément de chance de pouvoir faire ça. L'ambiance qui règne dans ces sombres couloirs est complètement indescriptible. Normalement, personne n'est censé pouvoir déambuler librement dans une centrale nucléaire. Et pourtant, on a réussi. Au détour d'un couloir, une épaisse porte blindée entr'ouverte semble nous inviter à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous voici dans le PC sécurité de la centrale. C'est probablement l'endroit qui a été mis en service en premier pendant le chantier. Certainement pour assurer la sécurité et faire face aux éventuels attentats de l'ETA. Mais alors, comment un projet d'une telle ampleur peut-il être abandonné ? La construction commença en 1972, après que le dictateur Franco ait donné son feu vert au projet de nucléarisation du Pays basque espagnol. Notamment pour faire face à ses besoins en énergie avec la forte industrialisation récente de la région. Plusieurs centrales nucléaires sont censées voir le jour. C'est la centrale de Lemoniz qui sera construite en premier. Elle possédera 2 réacteurs de 1000 MW chacun. Le chantier est titanesque. Quelques 1000 tonnes d'acier et 200 000 m3 de béton armé sont nécessaires pour la construction de ce géant de béton. Voici une photo aérienne du site où la centrale sera construite. Cette petite crique sauvage au nord de Bilbao sera bientôt le théâtre d'un chantier sans précédent. Le paysage est complètement modifié. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, la centrale grandit. Mais elle grandit dans une époque où l'atome fait peur. Le nucléaire fait peur. La guerre froide fait planer un sentiment d'apocalypse partout à travers le monde. Avec l'énergie atomique, c'est la possibilité de créer une quantité folle d'électricité. Mais à l'inverse, c'est aussi la possibilité d'anéantir toute forme de vie sur Terre. Dans la région, personne ne veut de cette centrale. Les premières grandes manifestations ont commencé en 1976. Certaines réunissant près de 200 000 personnes. C'est alors que l'ETA rejoint la cause antinucléaire et entre dans la lutte contre la construction de la centrale, en menant plusieurs attaques sur le chantier. Le 17 mars 1978, l'ETA parvient à placer une bombe dans l'une des enceintes où sera placé un réacteur. L'explosion provoquera la mort de 2 ouvriers et d'importants dégâts matériels. L'escalade de la violence provoque une division au sein du mouvement antinucléaire. Certains se démobilisent, tandis que d'autres se radicalisent et soutiennent les actions de l'ETA. Le 3 juin 1979, lors de la Journée internationale contre l'énergie nucléaire à Tudela, une militante est abattue par la garde civile espagnole. Elle devient alors une icône du mouvement antinucléaire. Elle s'appelait Gladys del Estal. Elle avait 23 ans. Le 13 juin 1979, l'ETA réussit à introduire une deuxième bombe. Cette fois-ci, au niveau de l'emplacement des turbines. L'explosion provoqua la mort d'un ouvrier. Le 29 janvier 1981, l'ETA enlève l'ingénieur en chef de la centrale, José María Ryan, et demande aux autorités le démantèlement complet de la centrale. Malgré une manifestation massive organisée à Bilbao pour sa libération, le corps sans vie de l'ingénieur est retrouvé au bord d'une route,
8 jours plus tard. Mais ce n'est pas encore terminé, car les autorités soutiennent toujours la poursuite du projet. Le chantier se transforme alors en véritable zone de guerre, et le mouvement antinucléaire ne cesse de prendre de l'ampleur. Le 5 mai 1982, c'est le directeur de projet de la centrale, Ángel Pascual Mujica, qui est abattu dans sa voiture par un commando de l'ETA. Le chantier est totalement paralysé. La plupart des ouvriers ne veulent pas retourner y travailler. Mais revenons 7 ans plus tôt. Le dictateur Franco meurt en 1975. Pour la faire courte, les différents gouvernements qui se sont succédés se sont montrés favorables à la poursuite des travaux de la centrale. Et c'est en 1984, sous le gouvernement socialiste de Felipe González, qu'un moratoire sur le nucléaire est décrété. Il vise à suspendre temporairement la construction et la mise en service de nouvelles centrales nucléaires sur le sol espagnol. Cette décision signe l'arrêt définitif des travaux. Les activités sur le site cesseront définitivement 10 ans plus tard, en 1994. Et c'est finalement en 2002 qu'est réalisé le démantèlement des équipements techniques et électroniques de la centrale, dont notamment les turbines et la salle de contrôle. Coût total de l'opération pour le gouvernement espagnol, près de 6 milliards d'euros. Oui, 6 milliards d'euros. Plusieurs projets de reconversion ont été étudiés, mais rien n'a jamais vu le jour. En attendant, les restes de la centrale sont toujours là. Année après année, le mastodonte de béton reste de marbre face à l'océan et au temps qui passe. Pas un seul gramme d'uranium n'a pénétré à l'intérieur de la centrale. Elle n'est donc pas radioactive. Mais elle reste néanmoins une grosse verrue au milieu du paysage, faisant le bonheur de gens un peu trop curieux comme nous. De retour dans le PC sécurité, là où personne n'est censé pouvoir entrer. Les centaines de caméras de sécurité placées à l'extérieur étaient scrutées depuis tous ces écrans. Cet endroit a dû être un des derniers à être quitté à la fermeture du chantier. On ne s'attarde pas trop ici et on continue d'avancer. L'ambiance extrêmement sombre rend la prise de vue très compliquée. Un peu plus loin, on semble tomber sur l'atelier de maintenance de la centrale, avec toutes les machines-outils. Et juste à côté, une salle remplie de matériel pour lutter contre les potentiels incendies. Le prochain objectif, c'est d'essayer de trouver un passage dans l'enceinte du réacteur. Cette méga structure en béton était censée isoler le réacteur du monde extérieur en cas d'accident. En nous enfonçant dans les profondeurs, la centrale nous offre des décors dignes d'un film de science-fiction.
Il y a un côté amusant de se retrouver là. C'est comme dans un jeu. Il y a tout un parcours avant d'arriver ici. Ça serait beaucoup moins drôle si toutes les portes étaient grandes ouvertes. Je me sens comme un gamin dans ce dédale de couloirs. J'ai envie d'explorer les moindres recoins. Ce sentiment de liberté et de curiosité me rappelle quelque chose. J'ai l'impression que ma passion pour l'exploration vient un peu de là. C'est un souvenir très lointain. Un des tout premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué. Medal of Honor Débarquement Allié. Je devais avoir 8-9 ans, je me rappelle plus trop. Sorti en 2002, c'est un jeu de tir à la première personne. On y incarne un soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quel rapport avec l'exploration d'une centrale? Ce jeu vidéo m'a vraiment marqué. Dans certaines missions, loin derrière les lignes ennemies, je devais infiltrer des complexes industriels souterrains pour faire du sabotage. Et je me rappelle encore à faire et refaire pendant des heures les mêmes missions. À me balader dans ces galeries souterraines, en espérant découvrir un endroit que je n'avais pas encore vu. C'est comme si je reproduisais les mêmes schémas aujourd'hui, sauf que j'ai 20 ans de plus, et que cette fois-ci, je ne suis plus dans un jeu vidéo, mais bel et bien dans la réalité. Et dans la réalité, trouver un accès à l'enceinte du réacteur est plus compliqué que prévu. Tous ces couloirs et escaliers forment de véritables labyrinthes. Le temps passe. Il fait déjà bien jour dehors, et la pluie s'est arrêtée. Au fil des étages, on tombe sur les bureaux administratifs de la centrale. Les fenêtres donnent directement sur l'extérieur. On reste prudent, car d'ici, les gardes peuvent potentiellement nous voir. Voici ce qu'il reste des maquettes de la centrale. Tout est malheureusement complètement saccagé. Le temps semble s'être arrêté pour nous. Mais dehors, les rondes des gardes continuent. À travers les fenêtres cassées, on entend facilement le craquement des pneus de leur voiture. Le stress et l'adrénaline font partie intégrante de cette aventure. Pour l'instant, ils ne se doutent pas de notre présence. Certes, on a réussi à rentrer, mais il va bien falloir réussir à sortir. J'ai tourné ces images quasi 1 an et demi après notre aventure. Les rondes étaient incessantes et complètement aléatoires. Quand j'y pense, c'est presque un coup de chance d'avoir réussi à y rentrer. Quand je suis revenu pour faire ces images, je me suis fait une réflexion. D'un point de vue légal, l'accès à la centrale est complètement interdit. Déjà, parce que c'est dangereux. On peut très facilement s'y blesser, et dans le pire des cas, ça pourrait être mortel. Deuxièmement, si on considère que l'architecture d'une centrale nucléaire n'a pas beaucoup évolué entre aujourd'hui et les années 70, il s'agit d'un lieu sensible, très similaire à des centrales toujours en fonctionnement. Et troisièmement, ça reste une propriété privée. Il faut éviter que des individus viennent dégrader ou piller ce qu'il reste des équipements. Mais d'un point de vue moral, on y vient simplement pour assouvir notre curiosité. Peut-être un peu excessive, certes. Ce qui est sûr, c'est que l'on assume pleinement les risques que l'on prend à s'aventurer ici. On n'y prend simplement que des photos et des vidéos pour notre compte personnel. On ne vient pas pour voler ni dégrader. Et même, on fait tout notre possible pour ne pas déranger le travail des gardes. On ne voudrait quand même pas faire aboyer ce gentil petit malinois. Au final,
Quand on prend au sérieux l'aspect d'infiltration, de discrétion et de respect pour le lieu, c'est comme si on n'y avait jamais mis les pieds. En début de vidéo, je vous avais dit qu'en revenant ici, j'avais pris le temps d'explorer les alentours de la centrale. Et il y a un autre aspect que j'apprécie tout particulièrement dans l'exploration. C'est le fait de découvrir des endroits qui, de l'extérieur, ne paraissent pas très intéressants. Écho. Ah oui, c'est grand. Mais qui, de l'intérieur, sont particulièrement photogéniques. Ah ouais, c'est vraiment immense. Cette véritable forêt de béton se prête parfaitement aux ambiances que j'aime tant photographier. Il s'agit d'un grand réservoir d'eau. Mais je ne sais pas quel était son rôle précisément dans le fonctionnement de la centrale. Et merde. Plus bas, près de l'océan, je me suis aventuré près de cette grande muraille. Elle fait face à l'océan Atlantique, et en cas de forte marée, elle évite que la centrale soit inondée. Juste un peu plus loin, il y a la prise d'eau du circuit de refroidissement. La centrale était censée utiliser directement l'eau de l'océan pour refroidir ces deux réacteurs. Derrière ce petit tunnel, c'est l'enceinte principale de la centrale. Avec les rondes incessantes des gardes, je préfère ne pas trop m'en approcher. Sur les hauteurs, les pylônes électriques qui devaient relier la centrale au réseau électrique espagnol sont toujours là. Le courant électrique ne circulera jamais dans ces câbles. Quant à nous, on a sûrement trouvé un accès à l'enceinte de confinement du réacteur. En passant par les toits, il se pourrait que les gardes nous aperçoivent. Même si je doute fort s'ils s'amusent à venir nous chercher dans ce gigantesque labyrinthe. Attention, zone de contrôle spéciale réservée au personnel, avec une carte autorisant cette zone. Ce panneau indique forcément quelque chose d'intéressant. Voici enfin au cœur du géant. Un endroit habituellement impénétrable par le commun des mortels. C'est dans cette grande piscine qu'aurait dû se trouver le réacteur. C'est ici aussi qu'a eu lieu l'attentat à la bombe le 17 mars 1978, coûtant la vie à 2 ouvriers. Au-dessus, cet immense pont roulant servait à assembler et manipuler les différentes pièces du réacteur. L'entrée dans l'enceinte de confinement se fait par un sas. Il permettait de garder l'étanchéité avec le monde extérieur. Il y a un côté mystique d'entrer par là. Dans l'obscurité, un si petit passage mène à l'immensité de l'enceinte de confinement. Maintenant qu'il règne un silence total, c'est difficile de s'imaginer la fourmilière que cela devait être pendant le chantier. C'est presque un véritable musée. La différence par rapport à un vrai, c'est que l'on peut aller où on veut.
C'est ce sentiment de liberté que j'affectionne tout particulièrement. On a toute une centrale nucléaire rien que pour nous, à condition que personne ne sache qu'on est là. Avant de repartir, c'est le moment de déguster une délicieuse salade de riz. Plutôt atypique de manger ça dans un tel endroit. Île-de-France mobilité. Dans un réacteur nucléaire. C'est beau. C'est pas mal. On est debout depuis 4h30 du matin. La fatigue commence à s'accumuler. On doit malheureusement se préparer à repartir. Avec les rondes complètement aléatoires du service de sécurité, il va falloir que l'on joue avec la chance si on veut réussir à sortir de là sans se faire voir. On aurait pu attendre la nuit, mais pour des questions de timing, on n'a pas le choix de sortir en plein jour. C'est le moment de faire ses adieux à la centrale. Comme pour l'infiltration, on escalade le grand mur avec l'échelle et on passe de l'autre côté. Seulement 150 mètres nous séparent du grillage extérieur. Dans la précipitation, on va malheureusement perdre notre échelle. Et ce qui devait arriver arriva. 2 silhouettes apparaissent derrière nous. Il s'agit bien du service de sécurité. Et ils viennent tout juste de lâcher leur chien. Par chance, on arrive à atteindre le grillage. Laura s'est faite mordre, mais a réussi à s'extirper rapidement à l'extérieur. Je décide de ressortir ma caméra. Mais Flo manque à l'appel. On ne sait pas où il est passé. Après un coup de téléphone, on apprend qu'il a glissé de la falaise. On s'attend au pire. Heureusement, il s'en sort avec quelques égratignures. Mais il nous reste un sacré bout de chemin avant de rejoindre la voiture. Ça laissera malheureusement le temps au service de sécurité de réussir à nous intercepter. Ce que je redoute le plus, c'est qu'ils nous demandent de supprimer toutes nos photos et vidéos. Alors, on leur fait comprendre que nous n'avons pas réussi à rentrer dans la centrale et que l'on a pris peur à cause du chien. Et ça semble fonctionner. Difficile à croire, mais au bout de quelques minutes d'explication, ils nous demandent simplement de partir. Si seulement ils savaient. J'en reviens pas d'avoir passé une telle journée. Malgré le fait que le service de sécurité nous ait dit de partir loin d'ici, on décide quand même d'aller faire un dernier au revoir à la centrale avant de reprendre la route. Je suis bien content de la Ronde à pied, ronde en voiture, c'est imprévisible. Ah, il y a le chien devant la voiture. C'est ouf, hein. Ils sont vraiment aux aguets. On termine cette aventure remplie de souvenirs et nos cartes SD remplies d'images. Cette centrale est pour des passionnés d'aventure comme nous un formidable monde mystérieux à explorer. Nous plongeons dans un univers parallèle loin de la réalité. Comme dans un jeu vidéo, chaque couloir est peut-être l'accès à une nouvelle partie de l'histoire. Tout est une question d'imagination. Le triste récit de la centrale de Lemonise a marqué tout un pays. Ce colosse de béton restera à jamais un témoin silencieux de toute cette histoire. Comme une stèle érigée à la bêtise humaine.
Merci les copains pour cette formidable aventure. Et merci Pierre pour ces formidables illustrations. J'ai vraiment adoré vous produire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bref, je vous dis à la prochaine. Aïe putain les ronces. C'est vraiment la pire des plantes qui existent ça.